On partage avec le rat et le cafard une capacité d'adaptation extraordinaire, l'espèce humaine. Mais c'est à la fois une force, parce que ça nous permet de nous adapter, mais c'est aussi une faiblesse, parce que ça nous permet d'oublier. C'est terrible. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fabrice Bonifay. Si Fabrice était un super-héros, il s'appellerait Zorro. Fabrice a toujours été animé par un esprit de justice et la volonté d'agir pour faire le bien autour de lui. Mais ce qui distingue surtout Fabrice, c'est son engagement au sein du groupe Bouygues et également au sein du C3D, le collège des directeurs du développement durable, ou encore du Shift Project. Dans toutes ces organisations, Fabrice tire la sonnette d'alarme. Notre société n'est pas compatible avec les limites planétaires et nous mettons chaque jour un peu plus en péril les conditions de vie sur Terre. Face à cette réalité, Fabrice s'est donc posé une question cruciale. Comment produire de la valeur, au sens large, sans détruire le vivant ? Et la réponse est simple. Les entreprises doivent se transformer pour viser un modèle régénératif avec un impact global positif. Pourtant, concrètement, la transformation est bien plus complexe et requiert beaucoup de renoncements et surtout du temps. Or, du temps, nous n'en avons pas. Comme le dit Fabrice, le défi pour les entreprises est de changer de roue tout en roulant. Alors finalement, Fabrice nous invite à remettre au centre ce qui importe vraiment. Qu'est-ce qui nous rend heureuses et heureux ? Est-ce la société du paraître ? Ou est-ce plutôt le fait de vivre dignement, dans un environnement sain, en harmonie avec le vivant ? Sur ce, bonne écoute. Bonjour Fabrice. Bonjour. On va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Écoutez, c'est pas compliqué, ça je devrais arriver à vous répondre. Donc Fabrice Bonifay, je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues et le président du collège des directeurs développement durable, le C3D, qui regroupe un petit peu moins de 400 entreprises aujourd'hui. Et puis je suis aussi administrateur d'un think tank que peut-être vos auditeurs connaissent, s'appelle The Shift Project, présidé par Jean-Marc Jancovici, et co-auteur d'un livre qui s'appelle L'entreprise contributive, concilier le monde des affaires et l'une planétaire, avec Céline Puffardi-July, aux éditions Duno. Et voilà. Puis j'enseigne aussi dans quelques écoles les modèles de management contributif ou d'entreprises à visée régénérative. Ok, donc là il y a plusieurs concepts déjà sur lesquels je pense qu'on reviendra. Et là ce qu'on remarque, c'est que t'es très engagé auprès de jeunes en tant qu'enseignant, comme t'as dit, dans plusieurs écoles, mais aussi avec certains collectifs de jeunes assez engagés, comme pour un réveil écologique. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire quel genre de jeunes, soit jeunes enfants, jeunes adolescents ou jeunes étudiants, t'étais toi à cette époque ? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'étais ? J'étais un rebelle. J'étais un rebelle, comme beaucoup de jeunes, en fait. On se rebelle contre l'autorité parentale, contre les profs, contre tout ça. Ouais. J'étais plutôt dans la catégorie rebelle. Mais rebelle soft, soft. Parce que après, j'ai très, très vite versé dans le sport de haut niveau, qui m'a un peu canalisé, appris un peu la discipline, etc. Et ça m'a vite pris tout mon temps. Mais j'ai toujours été un petit peu... mon héros favori quand j'étais petit, c'était Zorro. Donc je supportais pas l'injustice. Donc j'aimais bien l'équité, la justice. C'est ça qui me plaisait quand j'étais jeune. Les jeunes auxquels tu es confronté, est-ce que tu remarques une caractéristique dans cette jeunesse-là ou dans ces jeunesses-là que tu peux regarder peut-être aussi dans le côté rebelle ou dans le côté lutter contre l'injustice, ou alors au contraire, il y a d'autres caractéristiques qui te frappent aux yeux aujourd'hui sur les jeunes générations ? Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui sont des jeunes activistes. J'admire beaucoup Greta Thunberg. Je suis un fan absolu. Et l'une de mes grandes fiertés, c'est d'être suivi sur X par Greta Thunberg. Et puis aussi, oui, je suis de près les initiatives des jeunes comme Camille Etienne, comme Salomé Saké, etc. Je suis très admiratif de leur engagement, de leur intelligence, de leur savoir-être pour faire passer ces messages, leur courage aussi surtout. Et à mon niveau, j'essaye bien sûr d'aider ces gens-là et les communautés dans lesquelles ils évoluent, parce que c'est des gens qui ont juste raison, quoi. Et ils l'expriment avec beaucoup de
de professionnalisme, hein, beaucoup de conviction et on a tout intérêt, on aurait tout intérêt en tout cas, tellement mieux les écouter, hein. Ça me fait tellement de peine de voir que la nature crie et qu'on ne l'entend pas, comme disait, je sais plus qui, Léonard de Vinci, je crois, et que maintenant le temps presse pour changer de registre. Donc ces gens-là sont des lanceurs d'alerte. Alors bien sûr, il y a aussi des gens plus âgés qui disent la même chose, notamment la communauté scientifique depuis des années. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre l'émotion en complément de la raison. La raison n'a pas fonctionné pour faire évoluer les comportements et les modèles économiques et le modèle de société dans lequel on est, notamment les pays à haut revenu, parce que le problème c'est nous, hein, c'est pas le Sénégal ou le Soudan, hein. Et donc le discours rationnel a échoué. Il va falloir utiliser d'autres leviers et sans doute des leviers plus émotionnels qui vont toucher le cœur des gens pour qu'ils aient vraiment envie de renoncer à des modes de vie qui sont clairement incompatibles avec ce que la planète peut digérer dans nos excès. Et ça, ce renoncement-là, il est extrêmement compliqué parce qu'il y a la pression communautaire, parce qu'il y a des modes d'éducation et puis surtout un système économique qui est une espèce de chape là, qui s'impose à tout le monde et on doit rentrer dans ces rails-là et c'est très 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 compliqué de sortir. Et ça va demander une force d'âme considérable pour changer de direction, hein, parce qu'on n'y est pas du tout, hein. Est-ce que tu pourrais retracer un petit peu le parcours que tu as suivi? Tout à l'heure, tu nous disais que tu es tombé après dans le sport de haut niveau. Ouais, enfin de haut niveau, j'ai jamais été champion olympique, hein, mais j'ai fait des bons résultats en course à pied à l'époque, c'était au niveau régional, national. Mais oui, après j'ai très rapidement travaillé, mais vraiment quelque chose de très très banal. Mais ma prise de conscience sur ces sujets est arrivée relativement tard. C'était en 2006, lorsque j'ai eu la chance, par hasard, ce que je dis c'est une chance, hein, de voir, pas loin d'ici d'ailleurs, à Paris, là, le documentaire d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Et ça a été un électrochoc, comme quoi il y a des fictions. Enfin, c'est pas une fiction, c'est un documentaire, hein, c'était loin d'être une fiction d'ailleurs, parce que il ne faisait que dire la vérité, la vérité de la science, mais de la science de ce qu'on connaissait à l'époque, qui était déjà très très avancé sur le fait qu'on savait très très bien, parce qu'on le sait depuis 1890, je crois que les émissions de gaz à effet de serre, ça provoque un réchauffement climatique. Donc, après, il l'avait très bien modélisé dans ce documentaire pour dire, ben voilà, si on continue comme ça, on emmène l'humanité à la catastrophe. Et j'ai eu la chance d'avoir un patron à l'époque qui était ni plus ni moins qu'Olivier Bouygues, qui m'a dit bah oui, bah ça serait bien que au niveau du groupe Bouygues, on essaye de structurer une démarche pour avancer sur ces sujets. Et on s'entendait bien. Et il m'a confié la responsabilité de mettre en place la démarche au niveau du groupe. Et ben j'y suis encore 17 ans plus tard. Qu'est-ce qui te pousse à agir? Qu'est-ce qui, à l'époque, une fois que tu as eu cet électrochoc, t'a invité à te dire il faut vraiment faire quelque chose parce que là, il y a urgence à agir? Qu'est-ce qui, toi, te motive à bouger directement? Alors déjà, c'est pas que le climat, parce que ça a commencé par ça, mais au fil du temps, on a découvert que c'était pour une des limites planétaires dans les 9 limites, hein, c'était pas que le climat. Et d'ailleurs, d'avoir un focus trop climat aujourd'hui a tendance à déporter vers d'autres limites le problème. Donc le problème, il est systémique, il est global. Il est dans nos modes de vie, tout simplement, hein, et d'une partie de la population mondiale. Uniquement ça, c'est notre système néolibéral que l'on a malheureusement, on a bénéficié des bons côtés de ce système sans prendre la mesure des mauvais côtés, et on n'a pas mis en place hélas, les mesures juridiques, fiscales, financières qui auraient permis de corriger plus et mieux les dérives de ce système-là. Et aujourd'hui, on est au pied du mur. Donc le problème, il n'est pas que climatique, hein. Il est à quoi ça sert tout ça, quoi? À quoi ça sert de nos modes de vie? Est-ce que on n'a pas encore compris qu'est-ce qui était essentiel et non essentiel? Et dans la tête des gens, l'essentiel, c'est le futile. Alors que l'essentiel, c'est la préservation de la vie et des conditions d'habitabilité de la planète. C'est ça l'essentiel. Donc les gens sont plus ex-body ou ébahis devant un objet technique que devant une chenille. Ben moi, je suis beaucoup plus impressionné
par une chenille que par n'importe quel objet technique. Et donc, une fois qu'on a compris que ce qui était important, c'était de préserver la vie, parce que s'il y a plus de vie, il y aura plus d'objets techniques de toute manière, ça change tout dans le mindset qu'on peut, dans l'état d'esprit et dans ses modes de pensée et dans ses priorités. Donc, cette resynchronisation au vivant, ça, je l'ai fait au fil du temps, hein, au fil de rencontres, et puis d'auto-formation, et puis au bout d'un moment, vous avez des espèces de révélations par des rencontres. Et dire, mais on marche complètement sur la tête, hein, ça, on peut pas continuer comme ça. Et pourquoi j'agis dans ma sphère d'influence, qui est ce qu'elle est, hein, donc une association, une grande entreprise, je le fais par dignité, ne serait-ce que pour pouvoir regarder les jeunes dans les yeux, là, dire voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, sans illusion. Voilà, je me prétends pas être un sauveur de quoi que ce soit, mais je me dis, le temps qui me reste pour agir, autant pouvoir le faire avec un maximum de conviction, un maximum de professionnalisme pour faire en sorte d'essayer de changer un peu les choses à mon niveau, parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir une majorité pour arriver à avoir un changement global. Il suffit d'avoir 5, 6, 7, 10%, il y a eu une théorie là-dessus, pour qu'il y ait une bascule qui fera qu'on va pouvoir enfin regarder les choses les plus importantes, c'est-à-dire changer nos modes de vie. Et ça, on n'y est pas. Donc, tant qu'il me restera un souffle de vie sur cette planète, je me battrai pour ça. Ça m'aidera peut-être à aller au paradis. Là, tu as pas mal parlé d'arguments qui finalement semblent assez rationnels, mais tu as dit que ce dont on avait besoin, c'était de l'émotionnel aussi aujourd'hui. Comment, avec le Shift Project, avec le C3D, vous essayez d'amener ces sujets d'émotionnel, de sensible dans le cœur des gens et dans le corps des gens? Ça, on l'a compris très tard, hélas, hein, parce que nous, dans les entreprises, c'est des approches problème-solution, donc ingénieur, rentabilité, ROI, auquel on veut bien, tout le monde veut décarboner, mais combien ça rapporte, est-ce que ça va nous rapporter plus de décarboner, enfin vraiment des trucs complètement hors sol aujourd'hui, quand on a compris vraiment l'ampleur du problème et le temps qu'il nous reste pour agir. Et on voit bien que cette approche rationnelle, pragmatique ne fonctionne pas. Et depuis quelque temps, on s'est dit, il y a eu, là encore une fois, hein, je suis pas suffisamment intelligent pour avoir tout compris du premier coup. C'est en voyant comment les artistes. J'ai plusieurs petites anecdotes à vous donner, hein. Première anecdote, on était à un concert avec Madame Masson-Delmotte au Stade de France il y a quelques années, et il y avait 80 personnes qui chantaient, qui dansaient, qui avaient payé très cher leur place pour voir au Stade de France, pour un groupe anglais, là. Et on se disait, mais comment se fait-il que ces artistes-là, qui étaient sans doute très bons, hein, mais arrivent à créer autant d'enthousiasme, alors que lorsque les scientifiques présentent leur slide sur les conclusions du rapport du GIEC, il y a 50 personnes dans la salle qui sont déjà déconvaincues et qu'il y a rien qui se passe, quoi. Il y a rien qui se passe. Et j'ai été aussi surpris du succès du film Don't Look Up, qui est plus récent, où il y a 3-4 ans, là, ce film a fait défrayer la chronique avec, certes, ils avaient un beau casting, faut reconnaître, hein, mais quand même, c'était tellement l'allégorie de ce qui est en train de se passer. Les scientifiques l'avaient dit, et tout le monde se fout du lanceur d'alerte, qui était cette jeune ingénieure qui avait calculé la trajectoire et qui avait dit on va se la prendre sur la gueule, et que personne, la trajectoire de la météorite, là, et que personne n'a cru, ça n'a pas été pris au sérieux, et puis on s'était prise quand même. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'était vraiment le film qui révèle exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et il se passe rien. Il se passe rien auprès de ceux qui pourraient décider. Parce qu'on ne va pas demander à un citoyen lambda ou à des jeunes comme vous, avec aucun pouvoir, aucune position dans aucune organisation, notamment que ce soit au niveau politique ou au niveau entrepreneurial. On ne peut pas demander à des jeunes de changer de trajectoire. C'est à ceux qui sont aux commandes du paquebot qui peuvent changer de trajectoire. Ceux qui font les lois, ceux qui décident des modèles économiques, hein, ceux qui décident de mise en place, de mettre en marché des produits et des solutions. Et ces gens-là ne font rien. Enfin, de rien, en tout cas, à l'échelle
de ce qu'il faudrait faire pour éviter la catastrophe. Parce que le problème, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui et ce que les gens font. C'est ce qu'ils en font assez pour éviter la catastrophe. Et la réponse est non. Faire en sorte qu'on arrête le réchauffement climatique et qu'on arrête l'érosion de la biodiversité et qu'on arrête la prédation des ressources. Et il faut tout faire en même temps. C'est ça qui est gigantesque. Et pour ça, il faut des nouveaux récits. Donc, et tout l'enjeu, c'est d'expliquer aux gens qu'on peut être heureux différemment qu'avec les modes de consommation qu'on nous a mis dans la tête. Et il faut et faire rêver sur la sobriété et la déconsommation, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas du tout été élevé. On reçoit je sais pas combien de milliers de stimuli publicitaires par jour. C'est complètement dingue. Donc on nous a mis dans la tête que tout petit, il fallait gagner plein d'argent et plus on allait gagner d'argent, plus on allait s'amuser. Alors que la plupart des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils s'amusent pas du tout. Mais ça, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Et qu'il y avait une corrélation directe entre cette capacité à en gagner toujours plus et être super plus heureux. Alors qu'on sait très bien que, oui, il en faut un minimum, ça c'est clair. Mais qu'au-delà d'un certain niveau, ça a joué en rien sur le bonheur des gens. Ça, il y a eu des multiples études qui ont été menées dans ce domaine-là. Et donc tout l'enjeu maintenant pour votre génération et la mienne, ça va être de déconstruire ce schéma obsolète qui nous conduit à la catastrophe dans tous les pays au revenu. Je répète, c'est pas pour toute l'humanité, c'est pour une partie de l'humanité, parce que 10% des plus riches, c'est 50% des émissions, et 1% des plus riches, c'est quasiment 30% des émissions, complètement dingue. Si on ne prend que ce registre-là, on peut prendre aussi, bien sûr, d'autres exemples sur les autres limites planétaires. Et donc, il faut arriver à mettre dans la tête des gens, y compris ceux, parce qu'on a été très fort, non seulement une grande partie des Occidentaux consument la planète, mais en plus, on essaye de mettre dans la tête de ceux qui n'ont pas notre niveau de vie, que c'est ça qu'il faudrait, c'est ce niveau-là qu'il faudrait qu'ils puissent avoir pour être heureux. Alors qu'ils sont souvent déjà très très heureux avec ce qu'ils font, mais on leur dit mais non, c'est pas bien, vous allez être beaucoup plus heureux. Je prends l'exemple des Esquimaux pour l'instant. On leur a dit non, vous allez être beaucoup plus heureux avec des motoneiges, avec des frigos, avec du soda, etc. plutôt qu'avec votre système traditionnel. Et puis on les a complètement parqués dans des villages, et puis on leur dit voilà, vous allez consommer, vous allez voilà. Puis après, résultat des courses, quand les vieux s'expriment sur ces sujets, ils disent non, c'est pas mieux qu'avant. Certes, matériellement, c'est mieux, mais on n'est pas plus heureux. On rigole moins, on s'amuse moins, on a perdu tous nos repères, on s'emmerde. Voilà, donc il faut se reconstruire des nouveaux imaginaires, du vivre ensemble dans un monde qui va se contracter de toute façon, quoi qu'on fasse au niveau de ces flux physiques et de la disponibilité des ressources. Donc de toute façon, le problème c'est pas de dire non, on va continuer comme avant parce que comme aujourd'hui plutôt exactement, parce que c'est comme ça, et c'est la croissance verte, c'est le technosolutionnisme, etc. Parce que ça, on l'aura pas de toute manière. Voilà, parce que ceux qui prétendent que c'est ça qu'on peut continuer grâce au pseudo-progrès technologique sont des menteurs. Parce que c'est pas du tout possible d'un point de vue physique. Ça, on le sait depuis le rapport Meadows il y a 50 ans. Donc en plus, on continue de faire croire aux gens des choses qui ne pourront pas advenir d'un point de vue physique. C'est ça qui est. Non seulement c'est machiavélique, mais en plus, c'est un mensonge éhonté. Donc, c'est de l'imposture. Donc, le schéma, le récit, l'imaginaire qu'il faut faire advenir, c'est comment on va arriver à décroître en restant dans des niveaux de services publics, de sécurité, d'éducation acceptables. Donc le but, c'est d'accepter collectivement de quoi avons-nous besoin. Et donc de redéfinir les indicateurs qui vont décrire qu'est-ce qui est important de faire advenir pour être heureux. Parce que l'objectif de la vie, c'est d'être heureux le plus possible entre sa naissance et sa mort. Et quand on regarde un petit peu les fondamentaux du bonheur, du contentement, du bien-être, c'est déjà des aspects environnementaux,
la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation, ça déjà c'est ça c'est vraiment le bas de la pyramide de Maslow, hein. Puis après bien sûr, il y a l'épanouissement, il y a la culture, donc faire croître les aspects immatériels, mais alors là, autant qu'on veut là. Là, il faut y aller à fond là. Là, il y a pas de limite à la croissance de l'immatériel. Par contre, comme on peut pas faire croître l'immatériel à l'infini, le matériel, c'est la consommation de ressources, la consommation des émissions, la consommation des énergies fossiles. Ça, c'est pas possible parce que ça crée des externalités négatives qui sont aujourd'hui plus digérées par les écosystèmes naturels. Bah là, ça veut dire que si on veut maintenir quand même ce niveau de vie matériel là, qui est quand même sympathique, quand même, c'est bien d'avoir des scanners, c'est bien d'avoir des ordinateurs, c'est bien d'avoir de l'électricité, etc. Personne ne conteste ça. Mais si on veut qu'il y en ait pour tout le monde, eh bien, il va falloir qu'on apprenne un peu plus à partager, à consommer au bon moment, à mutualiser et à faire en sorte aussi d'avoir une logique de faire durer ce qui existe. Et pas simplement d'être dans une course permanente à l'innovation futile, où on change des générations de produits en générations de produits où, en fait, oui, il y a eu une grosse innovation au départ, puis après, c'est des pseudo-innovations qui ne sont là uniquement pour provoquer du réachat et qui n'a pas vraiment d'utilité réelle pour les gens, en tout cas d'utilité perçue par les gens. Et donc cette approche dite linéaire de l'économie, hein, extraction, fabrication, utilisation, et puis on jette, on est devenu là une génération de bonhommes et d'individus qui ne font que produire des déchets en fait. C'est complètement dingue la production de déchets qu'il peut y avoir par individu, notamment encore une fois dans les pays à haut revenu. Il faut changer complètement ce modèle-là pour aller vers des entreprises qui acceptent de mettre en place des modèles d'affaires à visée régénérative qui non seulement la fabrication n'a plus d'impact négatif, mais en plus régénère tout ce qui a été détruit par les générations depuis le début de la civilisation industrielle il y a 150 ans. Parce qu'il va falloir qu'on répare, qu'on restaure, qu'on régénère tout ça, si on veut donner un peu de perspective, parce qu'au rythme actuel de la dégradation du cycle de l'eau, du cycle de la cryosphère, les glaciers, le plastique dans les océans, la qualité de l'air, etc., on va vers un monde Mad Max à l'horizon de quelques décennies, et même sans doute avant. Donc c'est ça, le vrai crime contre l'humanité, hein. C'est ça, le vrai sujet. Donc, comme on est déjà tellement en retard, et parce qu'en fait, comme dit Aurélien Barraud, hein, c'est pas un c'est pas une crainte face à l'avenir, hein, qu'il faut avoir, c'est déjà un constat face au passé, hein. Je vois 70% de la macrofaune qui a disparu, plus de la moitié des insectes, des oiseaux des champs, il y a pratiquement une rivière, 0,8 sur 2 sur la planète qui est complètement polluée, du microplastique, on en trouve partout, y compris dans les fœtus, des nourrissons. Enfin bon, c'est la catastrophe, elle est déjà là, hein. Le climat, il est déjà déréglé à 1,3 degré, donc on sait très bien que dans certaines régions, c'est 4 à 5 degrés, parce que le réchauffement climatique, certes, il est linéaire aujourd'hui, mais il est linéaire en termes d'émissions de CO2 au niveau global, mais les effets sont très différents d'une région à l'autre, notamment au niveau des pôles, qui provoquent l'augmentation du niveau des mers, qui va avoir des effets sur d'abord des insulaires, les petites îles dans les océans, dans le Pacifique, etc. Puis après au niveau des villes côtières, et ça va être une vraie catastrophe avec le mélange des eaux. Enfin, c'est un scénario, c'est apocalyptique. Quand on lit un petit peu le rapport, le groupe 2 du GIEC, là, c'est pire qu'un film d'horreur, sauf que c'est pas une fiction, c'est la vraie vie. Donc voilà, il va falloir s'y mettre tout de suite, hein. C'est intéressant parce qu'une fois que tu as fait ce constat-là, qui est factuel, et quand tu creuses en profondeur, tout ça, scientifiquement, tout est vérifiable, on a tous les éléments pour agir. Comment est-ce que toi, tu as fait pour te dire, je vais pouvoir agir par le biais de l'organisation dans laquelle je suis? Pourquoi est-ce que tu t'es pas construit en opposition? Comment est-ce que tu allais agir à ce moment-là? Il y a plein de façons d'agir. Moi, j'ai
Et on peut agir en étant activiste, on peut agir en faisant de la politique, on peut agir en faisant du développement durable ou de la RSE dans son entreprise, on peut agir dans le monde associatif, on peut agir dans l'enseignement, on peut agir partout. Voilà. Moi, j'ai choisi de l'agir dans l'entreprise parce que les entreprises, par rapport à la politique, une fois que les clients et les dirigeants sont à peu près d'accord sur un truc, ça peut aller assez vite. Voilà, on passe pas par le décret machin, la loi, voilà. Les entreprises, c'est pas des démocraties. Hein. Alors, je dis pas qu'il faut pas de démocratie, au contraire, il en faut plus. Mais au bout d'un moment, dès lors qu'on décide de faire autrement et qu'on a une solution qui est bien meilleure que la solution d'avant, c'est quand même intéressant d'avoir cette capacité process à la déployer rapidement. Et ça, il y a que les entreprises qui savent faire ça. Et c'est très bien. Donc, et puis d'abord, je savais rien à faire d'autre. La politique, ça paraît-il que ça s'apprend ou pas, j'en sais rien, mais j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que le niveau de maturité sur ces sujets que il y a 17 ans n'était pas le niveau de maturité que j'ai aujourd'hui. Donc, ça s'est construit aussi petit à petit, hein. Ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait déjà il y a 17 ans, mais c'était tellement peu diffusé à l'époque. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir en France et même en Europe et dans le monde des vulgarisateurs et puis aussi, et là pour le coup c'est le bon côté de la technologie, grâce c'est ce qu'on appelle, ce que Philippe Biwick appelle le bon usage et le mésusage. Dans chaque technologie, il y a un côté super bénéfique, puis il y a un super côté maléfique. Un marteau pour enfoncer un clou, c'est vachement bien. Pour taper sur son copain, c'est moins bien. C'est toujours un marteau. Hein. Mais c'est pareil pour toutes les technologies. Donc, et le technodiscernement, ça fait partie des sujets qu'il va falloir qu'on adresse. Donc, de mettre une éthique derrière l'utilisation de la technologie. D'ailleurs, ça se pose actuellement pour l'intelligence artificielle. C'est que s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de frontières, on peut vite faire n'importe quoi avec la technologie. Avec une voiture, on peut casser, on peut tuer des gens. Voilà, donc, c'est important d'avoir des règles. Les règles, au contraire, d'ailleurs, si on veut garder notre liberté, dans le livre qu'on a écrit avec Céline, on parle de la statue de la responsabilité. Il peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Et pour ça, à partir du moment où nos conditions aujourd'hui de vie sont incompatibles avec ce que la planète peut encaisser, il faut mettre des règles qui vont nous permettre de faire en sorte de revenir dans les limites. Dans la théorie du donut, il faut qu'on revienne dans les limites. Si on revient pas dans les limites, eh bien, si on y revient trop doucement, ce sera la mort lente. Si on n'y revient pas du tout, ça sera la mort rapide. Donc, il faut y revenir complètement. Et pas dire, oui, je vais continuer d'émettre un petit peu. Non. Il faut que les puits de carbone naturels, si on prend ce levier-là, soient capables d'absorber la totalité des émissions d'origine humaine. La totalité. Et même, on le sait très bien, c'est ce que le GIEC demande, non seulement il va falloir que ces puits de carbone naturels puissent absorber ces émissions, mais on en a tellement émis dans l'atmosphère, il y a tellement de réserves qu'il va falloir aussi être à carbone négatif, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte de booster les puits de carbone pour aller rechercher dans l'atmosphère tout ce carbone en excès, parce qu'on sait très bien que la durée de vie du carbone est très longue, c'est plus de 100 ans, certaines molécules, ça va durer plus de 10 000 ans. Donc, si on veut revenir à 280 ppm de CO2, ce qui était le niveau du CO2 dans l'atmosphère au début de l'ère industrielle, il va falloir des dizaines et des centaines d'années, quoi. Hein. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à restaurer ça. Et en même temps, préserver vraiment ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment la biodiversité. La biodiversité, ça doit être l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Ça doit être la priorité numéro 1 des entreprises. C'est protéger la vie sous toutes ses formes, par tous les moyens. Ça, et le climat, bien sûr, en limitant les effets du changement climatique, on protège la biodiversité. Mais il y a plein d'autres leviers à activer pour protéger la biodiversité. Il n'y a pas que le climat. C'est nos modes de vie, c'est l'artificialisation, c'est la protection, c'est la sanctuarisation de territoire, parce que la biodiversité, elle se débrouille très bien toute seule à condition qu'on lui foute la paix. Hein. Donc, il faut savoir faut qu'on apprenne à partager
les espaces vitaux avec les autres espèces vivantes sur cette planète, parce qu'on n'est pas tout seul, et on a besoin de laisser aux animaux et à tout le reste les espaces qui leur sont nécessaires. Et ça, on a complètement perdu de vue tout ça. Et donc, adresser tous ces enjeux, ça va impliquer pour les entreprises aujourd'hui une transformation profonde qui peut prendre beaucoup de temps. Et comme tu disais, c'est que le temps justement manque. Tu disais, il va falloir qu'ils changent la roue en roulant. Oui. Ce qui est quand même assez intéressant parce que ça veut dire que soit on a des nouvelles entreprises qui se créent et qui sont d'office vertueuses, de toute façon elles n'ont pas le choix, soit on garde celles qui existent aujourd'hui, mais il va falloir qu'elles se transforment rapidement et en continuant ce qu'elles font. C'est 3D. Et cette inertie dans la transformation, déjà, est-ce que c'est souhaitable que toutes les entreprises se transforment? Est-ce que pourrait pas y avoir des choix plus rapides, là pour le coup imposés? Et puis toi, quels obstacles tu vois dans la transformation de ces entreprises-là, au niveau inertie, au niveau structurel, organisationnel, humain, etc. Aujourd'hui, le constat, c'est que la transformation, la transition, comme on dit, n'existe pas. Il y a zéro transition. Alors, il y a de transition énergétique, hein. Transition écologique, c'est très très timide. Et parce qu'il faut bien bien connaître les différences qu'il y a entre les différents types de transition. La transition énergétique, c'est dire voilà, on va passer d'une énergie sale à une énergie propre. Bon, on va peut-être y arriver pour l'électricité, mais c'est 40% des émissions mondiales d'électricité, hein. C'est même pas la moitié. Et même de l'électricité d'origine renouvelable, c'est pas 100% zéro carbone, parce que pour fabriquer les convertisseurs, les machines, les panneaux solaires, les éoliennes, il faut du béton, il faut de l'acier, voilà. Donc, il n'y a pas une seule énergie aujourd'hui complètement neutre au carbone sur l'ensemble du cycle de vie de la production d'énergie. Ça n'existe pas. Et puis, il y a tout le reste. Il y a les 60% qui restent. Hein, donc, le transport, les matériaux de construction, l'acier, le ciment, etc. Comment on fait pour décarboner tout ça, quoi? Aujourd'hui, on ne sait pas. Et si on revient sur la transition énergétique, Jean-Baptiste Fressoz l'explique très très bien dans son dernier bouquin sur transition. Aujourd'hui, les énergies s'empilent les unes sur les autres, mais elles ne se remplacent pas. Et en plus, les matières premières et les énergies se rentrent en symbiose, c'est-à-dire qu'elles ont besoin les unes des autres pour fonctionner. On dit ah formidable. J'entends encore beaucoup de chefs d'entreprise qui disent oui. La biomasse, on va mieux utiliser la biomasse, on va remplacer le gaz naturel fossile par de la biomasse. Mais la biomasse, c'est très carboné, la biomasse, aujourd'hui, parce qu'il faut des tracteurs, il faut des tronçonneuses, il faut des trains, il faut des camions pour transformer cette biomasse. Donc, il n'y a pas de biomasse zéro carbone et puis en plus, cette biomasse, elle vient souvent en compétition avec des terres arables ou avec des espaces naturels. Donc voilà, pour faire de la biomasse, pour faire voler des avions, par exemple, on va aller couper des forêts primaires pour faire des champs d'eucalyptus qui poussent très rapidement pour mettre. Ça sera la solution. Donc, ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre 15 fois de l'autre sur les autres objectifs environnementaux qu'on doit tenir pour maintenir les grands équilibres, parce que tous les écosystèmes sont interdépendants les uns par rapport aux autres. Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il y ait une prise de conscience des citoyens, et ça, il faut de la sensibilisation, il faut de l'émotion, il faut de la pédagogie rationnelle, mais il y a plein de façons différentes d'apprendre des choses. Donc, bienvenue à ceux qui... On voit bien que la fresque du climat, c'est Rick Reichenbach, quand il a inventé ça, il avait envie, bien sûr, que ça marche. Ça a dépassé ses rêves les plus fous. Parce qu'il y a plus de 2 millions de personnes aujourd'hui. Alors, 2 millions sur les 8 milliards de personnes qu'on est, c'est anecdotique. Enfin, que chacun fasse sa part, encore une fois. Et... on voit bien qu'il peut y avoir de la pédagogie par le jeu, de la pédagogie par l'enseignement, la pédagogie par plein de trucs. Et pour changer, on va avoir besoin de pédagogie, de règles. Donc, de règles, pour qu'elles soient acceptées, ça reboucle avec la pédagogie. Parce que si vous imposez des règles que les gens comprennent pas, ça fait des gilets jaunes. Donc, il faut beaucoup de pédagogie. Mais une fois que les gens ont compris, ils peuvent accepter les règles plus facilement.
Et pour ça, il faut des politiques qui soient capables de les décider, de les voter. Et puis, il faut surtout des entreprises qui changent de modèle pour aller vers des modèles régénératifs. De toute façon, il y a pas c'est pas une question, c'est pas dogmatique ce que je dis. C'est qu'il y a, on n'a pas de plan B, il y a pas de planète B, donc il y a pas de plan B. Donc, si on n'a pas des modèles régènes, il y aura plus d'économie, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc, soit on préserve le court terme et on peut encore se gaver quelques années, et tout va s'arrêter, tout va s'effondrer, comme dirait Pablo Servigne. Ou on décide de ralentir, oui, on va avoir besoin de baisser le niveau de vie matériel des pays à haut revenu, oui, et ça concerne tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, rien que sur le secteur du textile, c'est quand même extraordinaire. Je crois qu'on fabrique 150 milliards de pièces de vêtements par an en 2022-2023. Bon, tout ça, c'est fact-checkable sur Internet, je vous démerderai. Et en 91, c'était 7,6 milliards. Moi, j'étais né en 91 déjà. On se baladait pas à poil. On était habillés. On n'était pas avec des feuilles de banane de Vensex. C'était pas ça qui se passait. Donc aujourd'hui, si on arrêtait de fabriquer des vêtements au niveau planétaire, on est là, paf, toute la filière textile, 14% des émissions des effets de serre, paf, on arrête du jour au lendemain. Alors je parle pas des aspects sociaux, moi, je parle simplement des aspects environnementaux. On pourra rester habillé au moins pour les 80 ans qui viennent. Intéressant. Donc, on voit bien qu'on surproduit et qu'on surconsomme tout. On consomme même. Donc, quand on voit le taux d'utilisation des voitures, le taux d'utilisation des mètres carrés des bâtiments, etc. Donc, on est hors sol. On est complètement hors sol. Il n'y a pas que l'infobésité, tout. Et ce qui est un grand paradoxe, c'est que ceux qui ont trop, et ceux qui n'ont pas assez ont pas assez. Donc en plus, il y a une distorsion énorme, une iniquité d'accès à ces ressources, ce qui crée du ressentiment, ce qui crée des troubles politiques. Alors après, c'est déguisé avec la religion et machin, mais enfin tout ça, c'est du ressentiment. C'est des gens qui se sentent déclassés, c'est des gens qui se sentent abandonnés, et qui crée de l'insécurité. Et puis après, on cherche des boucs émissaires, comme s'il y avait des gens qui étaient plus méchants que d'autres sur cette planète. Ben non, des cons, il y en a partout dans la même proportion. Ça c'est le bug originel, ça. Donc nous, ce qu'on essaie de pousser au C3D, c'est l'émergence de modèles d'affaires à visée régénérative, parce que maintenant, on a normé cette façon de créer de la valeur sans détruire le vivant. Le vivant est la matrice. C'est le vivant qui sert de référentiel. On sait comment il fonctionne, le vivant, aujourd'hui, même si on a encore des choses qu'on ne sait pas, mais globalement, on voit bien le principe de la robustesse du vivant, la sous-optimalité, etc. En fait, c'est des choses qu'on sait décrypter maintenant. Ce qu'il faut, c'est singer le vivant, parce qu'en fait, c'est quand même 4,6 milliards d'années de R&D. C'est quand même assez instructif. On va pas réinventer des choses qui ont été inventées 1000 fois, alors que le vivant a déjà tout inventé. Et mettre en place des modèles d'affaires basés sur ces principes-là. C'est possible. C'est possible. Dans le livre Entreprises contributives, on cite des exemples. Alors bien sûr, c'est pas tout le temps parfait, mais moi je vis souvent sur un continuum de 0 à 100, 0 les entreprises les plus cyniques, 100 les plus vertueuses. Les entreprises à visée régénérative, elles sont entre 80 et 100. Donc voilà, elles ne génèrent quasiment plus de déchets. Elles recyclent les produits une fois que le produit a été utilisé très longtemps. Donc elles s'en fabriquent beaucoup moins. Elles sont sur le principe de l'économie de la fonctionnalité. Donc elles cochent quand même beaucoup de cases. Et si les entreprises, une majorité d'entreprises, parce que c'est bien ça le problème, adopter ce type de modèle qu'on devrait enseigner dans les business schools, qu'on devrait enseigner à Dauphine, qu'on devrait enseigner dans les écoles de commerce, je peux vous dire que le monde irait bien mieux. Et pourtant, on ne renoncerait pas à une grande partie du confort matériel qu'on a aujourd'hui. Alors oui, on prendrait moins l'avion, bien sûr. Oui, on mangerait moins carné. Oui, on aurait moins de vêtements. Mais on serait tellement plus heureux. Voilà, on aurait tellement moins honte aussi parce que là, moi, je pense que c'est aussi un sentiment de honte de voir l'écart qu'on peut observer entre ceux qui gaspillent et ceux qui tirent la langue, quoi. Et ça, c'est humainement inacceptable. Enfin, ça devient humainement inacceptable. Et ça, on peut pas le tolérer. Donc, ces modèles-là,
il faut les enseigner, il faut les expérimenter, parce que ça se fonctionne par itération. On passe pas d'une approche linéaire à une approche permacirculaire en une itération, ça n'existe pas, parce que c'est un problème de maturité des acteurs, des fournisseurs, c'est des clients, ne serait-ce que ça. Ça demande un petit peu de temps, mais du temps on n'en a pas, mais il va bien falloir quand même qu'on passe par cet apprentissage de cette nouvelle façon de créer de la valeur étendue, pas uniquement pour l'actionnaire et pour le client, mais étendue, ça veut dire pour les parties prenantes non contractuelles et pour le vivant non humain. Donc mettre dans les conseils d'administration des représentants du vivant, voilà, comme le dit très bien Marine Clegmet, il a tellement raison, et revoir les modes de gouvernance, revoir les modes de production, revoir les modes de marketing. Il faut tout revoir, il faut tout changer. Donc c'est cette matrice qu'il faut changer. Voilà, il faut commencer tout de suite. Donc l'entreprise contributive, c'est un bouquin que vous avez écrit avec Céline Puf Hardy-Juilly. Oui. J'aimerais bien qu'on essaie d'approfondir un peu le concept, parce que finalement il y a plusieurs concepts qui peuvent graviter. Il y a l'entreprise régénérative, l'entreprise contributive, etc. Ouais. Mais finalement on veut dire un peu parfois la même chose ou à des curseurs différents. Mais juste avant de définir plus précisément le concept et peut-être les caractéristiques et surtout les outils concrets que vous mettez en avant dans le livre, parce que le but c'est quand même de donner l'envie d'agir et pas seulement de rester dans le concept. D'où est-ce que c'est venu de votre côté? Avec Céline, on réfléchit à ces questions depuis des années. On en a beaucoup discuté. Et puis, on s'est dit, oui, on voit bien les différentes pièces du puzzle là, qui seraient nécessaires de rassembler pour faire un truc cohérent qui tient la route et qui soit vendable à des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Par contre, on voyait bien les ingrédients, mais personne n'avait rassemblé les ingrédients pour faire des crêpes, quoi. Il y avait ce qu'il fallait, mais voilà. Et on s'est dit, on va essayer dans un bouquin, modestement, de dire, voilà, si vous voulez devenir véritablement responsable et durable, il n'y a pas un truc à faire, il y a plusieurs trucs à faire. Voilà. Et si vous en loupez un, ça marchera pas. Parce que des crêpes, si vous oubliez la farine, ça fera autre chose que des crêpes. Mais ça fera pas des crêpes. Donc, pour être contributif, il y a un certain nombre de piliers et c'est incontournable de les prendre en compte simultanément. Mais nous, on l'a fait d'une façon complètement empirique. Et après, il y a eu des gens plus intelligents que nous qui ont travaillé sur des aspects plus scientifiques du concept de l'entreprise contributive. Ils ont dit, ça suffit pas d'avoir moins d'impact ou zéro impact. Il faut régénérer. C'est là la différence entre le contributif et le régénératif. Le contributif, c'est déjà, on freine un axe et on va vers la neutralité, zéro impact. Mais ça suffit pas. Il faut régénérer. Et donc là, la régénération, ça requiert des connaissances que nous, on n'avait pas à l'époque et qui exigent d'avoir dans les équipes de conception des produits des écologues, des agronomes, parce que qui dit régénérer pour une entreprise, ça veut dire ok, j'utilise de l'eau, mais le but c'est pas simplement que je rende à la nature la même quantité d'eau en l'ayant nettoyée à la sortie. Non, parce que cette eau qui est arrivée à l'entrée, elle est arrivée de plein d'endroits différents, ça peut être de l'eau verte, de l'eau bleue, et si je rejette ça dans la rivière, je vais alimenter mon réservoir d'eau bleue et l'eau verte, celle qui a percolé dans les champs, etc. Donc l'entreprise régénérative dit, mais la part d'eau que je récupère, il faut que je la rende à la nature comme elle m'avait été donnée à l'initiale. Donc c'est pas le tout de la remettre dans la rivière propre, c'est peut-être aussi d'aller réhumidifier des eaux, etc. Et ça nécessite des connaissances qui sont inconnues sur les entreprises. Qui c'est qui paye pour ça? Personne ne paye pour ça. Donc il faut pouvoir réinternaliser à l'intérieur des entreprises des connaissances qu'elles n'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où c'est pas demandé par les clients, c'est pas demandé par la régulation, les entreprises ne le font pas. Ne le font pas, parce que aujourd'hui, le business, on le dit souvent, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie. Et les externalités négatives, donc les impacts négatifs, les entreprises, elles ont comme seuil la régulation. Mais est-ce que la régulation est au niveau de ce qu'exige le vivant? La réponse est non.
Parce que si c'était au niveau de ce qu'exige le vivant, ben on n'aurait pas le droit d'émettre du CO2. Et pourtant, il n'y a pas de loi aujourd'hui qui interdit d'émettre du CO2. Et ça, c'est un exemple parmi mille. Hein. Il n'y a pas de loi qui interdit d'émettre des particules. Alors si, on dit, ah ben oui, mais telle entreprise, il y a des seuils. Mais si l'entreprise respecte le seuil, elle n'est pas embêtée. Par contre, l'effet cocktail, parce que tout le monde en émet un petit peu, c'est fait que c'est plus tenable. Donc l'objectif, c'est pas de respecter la loi, c'est d'aller bien au-delà de la loi. C'est ça l'entreprise régénérative, c'est l'entreprise qui répare, qui restaure, qui régénère. Et ça, il faut que ça soit dans le plan d'affaires. Et pour que ça soit dans le plan d'affaires et que ce soit in fine vendable pour le client, parce que comme aujourd'hui, le business, plus vous gagnez de pognon, plus vous polluez. Voilà. Parce qu'en fait, vous ne faites que vendre un truc que vous n'avez pas payé. Vous récupérez des matières premières gratuites, vous les transformez avec du génie, certes, puis vous revendez ça plus cher, mais la matière première initiale, vous ne l'avez pas payée. La dégradation des écosystèmes associés à l'utilisation de ces matières premières, vous ne les avez pas payées. Enfin, vous n'avez rien payé pour ça. À partir du moment où vous dites à une entreprise, maintenant, il faut vraiment que ton modèle il soit positif pour tout, ça va nécessiter forcément des changements majeurs dans la façon de produire. Et surtout, ils vont s'apercevoir qu'il va falloir qu'ils produisent moins. Et pour produire moins en maintenant quand même du chiffre d'affaires, ça veut dire passer à l'économie de la fonctionnalité, on n'a pas le choix. Donc, des produits ultra durables, ultra réparables. Tu peux définir peut-être aussi l'économie de la fonctionnalité, contrairement à l'économie actuelle plutôt d'usage, enfin finalement de production, propriété. De possession. On est dans une économie de possession. Ça veut pas dire que demain il n'y aura pas de possession, mais ça sera pas la même chose. Aujourd'hui, les entreprises doivent produire des biens manufacturés, enfin, une grande partie des entreprises, que ce soit pour les vêtements, pour les objets du quotidien, etc. Et plus ces entreprises vendent de produits, plus elles gagnent d'argent. Voilà. Et que devient le produit en fin de vie, c'est pas la responsabilité de l'entreprise, c'est la responsabilité des communs. Alors le déchet devient on mutualise les déchets, mais par contre la recette de la vente du produit, c'est dans les mains de très peu de personnes. C'est complètement extraordinaire. On mutualise la merde, par contre les recettes on les catégorise bien. C'est pas moral ça quand même. Donc, les entreprises qui comprendront ce que je suis en train de dire là, vont se dire, je dois plus générer de déchets. Donc, si je dois plus générer de déchets, il faut déjà que je produise déjà moins de produits, mais que j'intensifie l'usage de mes produits et que je reste propriétaire de mon produit pour le faire durer le plus longtemps possible. Je ne le conçois pas de la même manière parce que dans une logique de durabilité absolue, on va pas concevoir le bazar de la même manière, on va enlever tous les critères d'obsolescence technique programmés qu'on met d'habitude pour provoquer réachat. Là, on va un peu surdimensionner certains composants du produit pour le faire durer beaucoup plus longtemps. Et puis le produit, in fine, il reviendra dans l'entreprise, soit pour être réparé, soit pour être véritablement recyclé, mais par ceux qui l'ont conçu. Ce qui change tout. Parce que lorsque vous avez conçu un produit, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Et le grand problème aujourd'hui qu'on a dans l'industrie, c'est que les gens font des mélanges. Et ça, ces mélanges-là, ça rend la recyclabilité de tout très compliqué. Alors pourquoi on fait des mélanges ? Parce que les matières premières coûtent de plus en plus cher, parce qu'on est sur une planète qui est finie, elle est ronde, bon, ça c'est difficilement contestable. Et fut un temps, les objets du quotidien, c'était fait avec des matières premières pures. Mais ça, c'était à l'époque où il y avait encore cette illusion de l'infini. Maintenant, on dope, les industriels mélangent des ingrédients comme on le fait en cuisine, et pour que le produit, quel type d'ingrédient, tel type d'équipement ait telle ou telle caractéristique, on va venir le doper avec un ingrédient qui va faire que ce sera souple, ce sera conductif, ce sera tout ce que vous voulez. Mais après, une fois que vous récupérez le produit, l'alliage, le plastique, qui a plusieurs composants, une fois vous me dites, ok, mais là, il faudrait que je récupère, mais c'est très compliqué, une fois que c'est mélangé. Une fois que vous avez mélangé les œufs, la farine, le sucre et le lait, quand vous avez fait vos crêpes, pour récupérer les œufs, walou, c'est compliqué, quoi. Là, c'est pareil. Donc, c'est très difficilement recyclable. Et l'objectif, c'est quand même, in fine, d'être dans une boucle de recyclabilité totale. Et donc, c'est des entreprises qui savent comment elles ont mélangé,
qui seront plus à même de pouvoir récupérer, recycler, parce que sinon vous en savez rien. Vous en savez rien dans ce micro-là, là. On sait grosso modo comment c'était fabriqué, mais par contre, les éléments constitutifs, d'où ils viennent, comment ils ont été mélangés, mais personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Donc ça finira à la poubelle et ça sera pas recyclé. Ou ça sera du recyclage faible, c'est-à-dire en fait, on va les recycler une fois, mais il y aura une grosse perte il y aura une grosse attrition, une grosse perte de caractéristiques mécaniques du truc, ou 2 ou 3 cycles de recyclage, ça sera mort. Donc, on peut pas se permettre ça, parce qu'en fait, a priori, il reste quand même 5,6 milliards d'années d'hydrogène dans le Soleil. Vu qu'on a quand même bouffé les 2/3 des ressources minérales du tableau de Mendeleïev, là, si on veut en laisser un peu pour nos copains là dans quelques centaines de milliers d'années, il va bien falloir quand même qu'on apprenne à en utiliser moins. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire on ira chercher de ça sur les météorites, sur les machins, etc. Mais c'est pas ce qui se passera, on le sait très bien. Donc il faut essayer de mettre un petit peu de raison là pour le coup là dans le système. Donc les entreprises à visée régénérative, c'est des entreprises qui savent intégrer toutes ces composantes, donc c'est ultra complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça existe déjà et que maintenant, ce qu'il faut, c'est le faire savoir, donner envie aux gens de s'intéresser à ces modèles économiques complexes, les mettre en œuvre, expérimenter. Et puis, au pire, ça marche. Hein. De toute façon, qu'est-ce que je vous dis, moi, on n'a pas le choix. Mais c'est intéressant parce que du coup, Voilà. t'as rappelé en filigrane tous les critères d'une entreprise contributive, le fait d'être aligné sur les faits scientifiques, le fait d'avoir un modèle d'affaires, un business model qui est basé sur justement cette régénérativité. Et puis il y a aussi un point qui est assez intéressant, c'est celui d'avoir une raison d'être, d'avoir une vision et d'avoir des valeurs qui dépassent seulement l'entreprise, mais qui ont une logique de commun. Et ça veut dire que l'entreprise va s'intégrer dans un écosystème avec des parties prenantes, plus ou moins vivantes, plus ou moins humaines, et il va falloir qu'elle les prenne en compte et qu'elle dépasse sa seule logique et ses seuls intérêts. Et ça, c'est un peu une révolution dans la façon de penser aujourd'hui. Ah non, mais tu as complètement raison d'aborder ce sujet, parce qu'on aurait même dû commencer par ça. C'est que, comme dit Barreau, rien n'est plus efficace ou efficient de vouloir rendre plus vert un truc qui ne devrait plus exister. Voilà. Donc la première question qu'on doit se poser si on veut devenir regen, c'est est-ce que le produit que je fabrique, il est utile ? Est-ce qu'il correspond vraiment à des besoins essentiels ? Parce que si c'est pas le cas, il faut pas le faire. Ça s'appelle le renoncement. Voilà. Et donc on va devoir mettre en place dans les entreprises des stratégies de renoncement. Parce qu'il y a des trucs qui sont utiles, puis il y a des trucs qui le sont moins, puis d'autres qui le sont pas du tout. Alors il y a dire, mais c'est utile par rapport aux yeux de qui ? Hein ? Alors oui, ça peut être utile, très très utile auprès de certains types de clients. Dire bah oui, mais moi je veux mon distributeur de croquettes pour chat connecté. C'est un truc qui est hyper utile pour moi. Mais c'est une partie prenante. Et c'est ce que tu dis. Donc les entreprises qui veulent aller vers ces modèles-là doivent interroger toutes leurs parties prenantes. C'est l'esprit de la CSRD. Hein. C'est dire bon voilà, il y a des parties prenantes contractuelles, non contractuelles. Est-ce que le distributeur de croquettes pour chat connecté, est-ce que c'est mobiliser des matières premières, mobiliser de l'énergie grise, émettre du CO2 pour ça ? Est-ce qu'on peut pas s'en servir pour autre chose, quoi, de plus essentiel, hein, de plus inclusif ? Donc, la raison d'être, c'est de dire, pour les entreprises, elles doivent se poser les deux questions qui tuent, c'est qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas ? Et qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas ? Si à la question qu'est-ce qui manquerait à l'humanité, mon entreprise n'existait pas, la réponse c'est en fait il manquerait rien. Il faut se poser la question de savoir si le produit sert à quelque chose. Je peux vous donner des exemples longs comme le bras, qui si ça arrêtait demain, si on arrêtait de produire ces trucs-là, des baskets connectées, des baskets qui clignotent quand tu marches, etc. On peut s'en passer, quoi. Hein, si ça n'existe pas, c'est pas grave, quoi. Hein. Et il y en a beaucoup de conneries comme ça. Hein. Et pourtant, ça consomme de matières premières, ça a été transporté, ça a été c'est des métaux rares, c'est complètement dingue. Quand on voit ce qu'il faut déplacer comme terre pour récupérer 1 gramme d'un truc, on devrait se poser la question de savoir de l'utilité de ces bazars-là, quoi. Hein, les paillettes, les machins, les cosmères. Bon, je veux pas être méchant, mais j'ai des exemples. Hein. Et donc ça commence effectivement par et par contre, il y a tout un tas de trucs utiles. Et d'ailleurs, les collaborateurs, moi je suis bien placé pour vous le dire, ils ont plus envie, enfin, certains collaborateurs, hélas pas tout le monde, hein, mais personne n'a envie de travailler pour des entreprises qui font du mal.
Les entreprises, les collaborateurs sont... Pourquoi il y a des personnes qui choisissent les professions de santé? Parce qu'ils savent pourquoi ils bossent, quoi. Ils savent pourquoi ils bossent. C'est extraordinaire, la profession de santé. Il faut un certain courage, hein. C'est l'histoire du gars qui casse les cailloux, hein. S'il sait qu'il casse les cailloux pour faire un dispensaire, un hôpital, une école, ou casser les cailloux pour faire un parc d'attractions, on va dire, mais un parc d'attractions, c'est quand même utile pour s'amuser. Mais ouais, mais il y a peut-être d'autres façons de s'amuser. Par contre, se soigner, un hôpital, c'est quand même vachement utile, quand même, non? Et donc, moi, on voit bien les collaborateurs, ils sont d'autant plus contents de participer à un projet lorsqu'ils savent que le projet a du sens dans un monde qui s'écroule. Parce que bon, il y a 25 ans, faire des parcs d'attractions, des terminaux d'aéroport, quand on n'avait pas conscience du problème, à la limite, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on peut pas dire qu'on sait pas. Aujourd'hui, on sait que c'est pas bien. On sait qu'on peut pas continuer comme ça. Donc c'est important de redonner ce qu'on appelle du sens au progrès. Et puis, on n'a pas parlé encore de ce sujet, mais c'est quand même un sujet essentiel. On n'a pas parlé d'argent. On dit dans le livre que oui, il va falloir changer la raison d'être des boîtes. Oui, il faut changer le modèle économique, bien sûr. Mais il y a quand même toute cette puissance financière qui est comment on va flécher l'industrie financière dans le bon sens. Ben, pour ça, il faut mettre en place des nouvelles formes de comptabilité. Parce que la comptabilité, c'est ça qui régit tout, en fait, en réalité, hein, parce que tout le monde ne va pas pouvoir tout fabriquer. Il y aura toujours besoin d'un vecteur immatériel qui s'appelle l'argent pour faciliter les échanges entre les communautés, entre les gens, etc. Il y aura toujours encore des pays qui font des choses mieux que les autres et il n'est pas interdit de faire du commerce, de vouloir tout relocaliser, etc. C'est une vue de l'esprit, ça n'arrivera jamais. Qu'on travaille plus en circuit court, qu'on soit plus sur les dimensions territoriales en fonction des aménités, en fonction des atouts que les territoires peuvent avoir les uns par rapport aux autres et qu'on s'adapte à des contextes particuliers, etc. Oui, bien sûr. Mais il y aura toujours ce vecteur argent dont on aura besoin pour d'autres types d'industries. Et la comptabilité multicapitale, c'est quoi? C'est de dire, il y a 3 capitaux à maintenir, le capital financier, le capital naturel, je dirais d'abord le capital naturel d'abord, le capital humain et le capital financier à la fin. Ils doivent fonctionner, pour le coup, chacun dans leur silo, hein. Et que l'entreprise, finalement, qui utilise des matières premières, a créé une dette environnementale. L'entreprise qui utilise des ressources humaines a créé une dette humaine, c'est-à-dire que oui, si elle utilise des humains, mais dans une mauvaise manière et qu'à la fin de l'année, les humains sont tous malades ou ils sont tous morts, elle ne pourra pas continuer de produire. Et sur la partie nature, j'utilise des matières premières, d'Antac, j'utilise des ressources énergétiques, d'Antac, mais comment je rembourse la dette? Comment je reconstitue les stocks? J'utilise des poissons, très bien, mais est-ce que je leur laisse le temps de grandir par ailleurs? Voilà. Et donc, est-ce que j'ai mis dans mon process la preuve que si j'en utilise 100 kilos, je remets 105 dans la nature, des bonnes espèces. Si j'utilise X mètres cubes de bois, est-ce que je suis sûr d'en régénérer le même avec les mêmes essences, avec la même biodiversité, etc. Personne ne fait ça aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'entreprise, dans un conseil d'administration, c'est pas dire je présente ma colonne dépenses et ma colonne recettes à mes actionnaires. C'est que je présente ma colonne dépenses et ma colonne recettes à mes actionnaires, mais aussi aux communautés qui représentent le vivant humain, non humain, et avec la même acuité, avec la même précision, parce que l'entreprise ne doit pas, ne doit plus aujourd'hui utiliser la nature comme une variable d'ajustement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Je paye, je gagne de l'argent, je paye des impôts, je paye mes collaborateurs, donc j'ai le droit de polluer un petit peu. Parce que l'environnement, c'est une variable d'ajustement aujourd'hui. Oui, vous vous rendez compte, ma petite dame, si jamais je dois plus émettre de CO2, mais comment je vais faire? Non. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tu émets du CO2, ta license to operate, tu la perds. Ah bon? Il faut que je sois à net zéro? Oui, mon coco. L'accord de Paris, c'est dans 25 ans, net zéro. Donc, si tu t'y payes même pas maintenant, tu ne seras pas dans 25 ans. Ah oui, donc je vais devoir faire de X milliards de chiffre d'affaires sans émettre de CO2. Mais non seulement tu ne dois pas en émettre, mais il va falloir que tu restaures tout ce que tu as émis dans les années précédentes et que tu mettes ça dans ton plan d'affaires.
Qui fait ça aujourd'hui? Qui a des projections crédibles dans ce domaine-là? Et justement, comment ça a été reçu le bouquin au niveau de la sphère économique des entreprises? Vous savez, hein, c'est pas Harry Potter, l'entreprise contributive, hein. Donc il y a quelques dizaines de milliers de gens qui l'ont lu, et encore, et c'est anecdotique. C'est tout le problème d'ailleurs de nos sujets, hein. C'est que il y a plein de gens qui le savent, mais il y a une grande différence entre savoir et faire. Parce que les gens qui savent plein de trucs, parce que je dis souvent dans les conférences, l'essentiel c'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Voilà. Il y a plein de gens qui savent plein de trucs. Les gens savent que fumer c'est pas bien, puis ils fument quand même. Ils savent que regarder les écrans trop c'est pas bien, mais ils le font quand même. Que bouffer tel ou tel truc c'est pas bien, mais ils le font quand même. Donc moi ce que j'aime bien chez les collaborateurs, et c'est comme ça que j'évalue les gens avec qui je travaille ou avec qui je vis, c'est leur capacité à être cohérent. Et c'est très facile à détecter, hein. Donc cohérent, ça veut dire s'imposer une certaine discipline d'alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on sait et ce qu'on fait. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es, hein. Voilà. Donc le problème, c'est pas de savoir, parce que je pense que la plupart des patrons du CAC 40, les grands patrons américains, etc., ils savent, mais ils font pas. De ce point de vue-là, toi, c'est une question qu'on doit te poser assez régulièrement. Mais quand tu es au Shift Project ou quand tu es au C3D, tu as ta sphère d'influence et puis c'est là où tu agis beaucoup. Mais quand tu es dans le groupe Bouygues, tu as aussi des activités forcément qui émettent beaucoup et qui bougent pas comme ils pourraient bouger ou devraient bouger. Toi, cette cohérence-là, est-ce que ça te fait une dissonance cognitive intérieurement ou est-ce que tu te dis, je vais quand même tout donner encore? Ou est-ce que tu te dis, là, j'essaie de réparer ma dette dans d'autres endroits, voilà, c'est tant pis. Un peu tout ça. C'est-à-dire que oui, ça crée de l'anxiété, ça crée de la dissonance, ça crée de la colère aussi. Mais encore une fois, l'entreprise a des leviers d'action qui sont très importants. Mais je veux pas faire porter toute la responsabilité aux entreprises. Il y a aussi les gens qui achètent les produits. Hein, les gens qui commandent les produits, qui sont les prescripteurs. Hein, c'est Coluche qui disait, la meilleure façon qu'un produit ne se vende pas, c'est qu'on l'achète pas. Hein. Donc il y a aussi, quelque part, quand on a des clients qui sont prescripteurs d'un truc qui ne devrait plus exister, il y a une éducation du client à faire. Et cette éducation du client, elle n'est pas forcément à faire par l'entreprise qui vend le produit. Ça s'appelle la régulation. On a besoin. De toute façon, je le dis, pour qu'on arrive à faire un changement systémique, c'est pas les entreprises toutes seules, c'est pas la régulation toute seule, c'est pas les individus tout seuls, c'est tout le monde, hein, c'est le triangle de l'inaction, hein, sinon. Hein. Donc chacun doit prendre sa part dans le système. Donc en tant qu'individu, on peut agir avec sa carte bleue, en choisissant d'acheter des trucs et puis de pas acheter d'autres trucs. Bon, ça déjà, c'est rien. On peut agir avec son bulletin de vote, en votant avec ceux qui proposent des trucs un peu moins cons que la moyenne. Et puis on peut agir dans son entreprise tout en restant loyal à son entreprise, mais en essayant de dire la vérité. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se sont fait sortir parce qu'ils ont dit la vérité, hein, comme disait Guy Béard. Mais au prud'homme, ça peut coûter cher à l'entreprise. Donc moi, je dis aux collaborateurs, dites la vérité à votre employeur, même si cette vérité est une vérité qui dérange. Parce que finalement, la vraie loyauté pour l'entreprise, c'est de vouloir sa pérennité. C'est de vouloir qu'elle dure. C'est ça la vraie loyauté. Même si on sait qu'on va probablement gagner moins d'argent, parce que les modèles permacirculaires, c'est pas le cash qui est la première externalité positive. Oui, il en faut. Il faut gagner de l'argent. Il y a même pas photo là-dessus. Mais est-ce que les niveaux de rentabilité des entreprises régénératives c'est même pas le problème de ça, parce que le sujet, c'est que cet argent qu'on va gagner, ce qu'il faut, c'est qu'on accepte de le réinvestir au bon endroit. Parce que si vous gagnez plein de fric en faisant des trucs super bien, mais que vous réinvestissez dans des trucs qui sont pas bien, vous faites que déporter le problème. C'est des effets rebonds, etc. Donc, l'objectif, c'est pas simplement de gagner de l'argent, c'est qu'est-ce que vous faites de votre argent. Et ça, les entreprises doivent aussi se poser cette question. C'est que, oui, très bien, vous gagnez de l'argent, mais pour le réinvestir dans quoi? Dans quoi? Ça, c'est des questions qu'il faut aussi se poser. Hein. Il y a l'éthique dans l'utilisation de l'argent. Hein.
Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés Bah ouais. Ouais. Le sujet qu'il faut avoir en tête, c'est prendre le temps de se former en fait. De se former. Il y a aujourd'hui un savoir académique sur ces sujets de très grande qualité. Il y a des influenceurs et influenceuses qui sont des vrais sachants, qui ont su à la fois acquérir un savoir livresque, académique qui est de très grande qualité, mais qui savent aussi l'expliquer. Et fut un temps, il fallait lire des livres et puis apprendre. Aujourd'hui, il y a quand même des vidéos, des podcasts, des MOOC. C'est quand même beaucoup plus ludique et ça permet d'aller plus vite aussi. Et des conférences en ligne. Donc, moi, j'encourage tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Et il faudrait qu'on se voit tellement plus nombreux. C'est de suivre ces gens-là et ils vont vite s'apercevoir que c'est juste passionnant. C'est même enthousiasmant, et bien plus intéressant que la futilité du technosolutionnisme qu'on essaie de nous vendre par tous les bouts en ce moment. Et parce que le vrai génie, il est dans le vivant, il est nulle part ailleurs. Et d'apprendre comment ça fonctionne, et puis d'apprendre comment on peut le protéger, comment on peut le préserver, comment on peut le régénérer. Ça, c'est juste enthousiasmant. Enfin, moi, je vais y consacrer le temps qui me reste à vivre. Et ça, c'est vraiment génial. Et essayer de trouver des ambassadeurs, trouver des leviers d'organisation, des associations, des individus pour porter ces valeurs-là, les enrichir avec leur propre culture, pour faire advenir cette macroéconomie contributive. Voilà, c'est ça qu'il faut faire advenir, c'est une révolution. Et puis des modèles d'affaires, le but c'est pas de casser l'entrepreneuriat, mais de lui donner un sens, de redonner un sens à cet entrepreneuriat avec une façon de produire la valeur étendue complètement différente de ce qu'on fait aujourd'hui, avec ce souci du zéro déchet, de la recyclabilité, de la fonctionnalité, et des choses qui sont complètement inconnues pour 95% des entreprises. Voilà, c'est ça l'enjeu l'enjeu des gens qui sont véritablement aware sur cette question. Il y en a très peu. J'allais justement te questionner sur peut-être un rêve ou des rêves qui peuvent te guider. Est-ce que réussir à amorcer cette macroéconomie contributive, c'est une forme de rêve qui te guide? Je suis trop vieux pour avoir des rêves. Moi, j'essaye de vivre au présent. Vraiment? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, c'est peut-être une espèce de sagesse qui est un peu difficile à comprendre. N'attendons pas demain pour être heureux. Voilà, les gens qui vivent, qui ont un rêve et qui veulent l'atteindre, souvent ils sont malheureux toute leur vie. Moi, j'ai changé d'avis sur les rêves. Ça n'empêche pas d'avoir on fait pas mûrir les tomates avec un chalumeau, donc il y a des choses qu'il faut attendre un peu pour l'avoir. On est d'accord. Mais j'essaye d'être heureux au quotidien dans ce que je fais. Parce que finalement, ce qui permet de lutter contre l'anxiété, parce que franchement, on est quand même mal barré, il y a quand même plus de chances que tout ça merde qu'on y arrive. Mais quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes dans trouver des nouveaux modèles d'affaires, convaincre les clients, changer les mindsets, quand vous êtes dans cette action-là, vous êtes heureux. Voilà, donc finalement, moi, je consacre tout mon temps à ça, mais je me fais pas trop d'illusions. Je pense qu'il aurait fallu qu'on parte 50 mois avant pour y arriver. Donc maintenant, il n'est jamais trop tard pour éviter que ça soit encore pire. Donc c'est pour ça qu'il faut agir. Mais de là à dire qu'on va pas se prendre des claques monumentales dans le futur, non, on va s'en prendre. Et d'ailleurs, c'est ça qui va nous faire accélérer. Mais le retour à l'anormal, c'est mort. Voilà, donc il va y avoir une nouvelle normalité qui va se mettre en place, qu'on va essayer de mettre en place la moins dégradée possible. Comme dit Pablo Servigne, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Il y a un autre truc à recréer derrière. Il faut essayer de rendre le plus ou le moins, ça dépend comment vous raisonnez derrière, mais le moins dégradé possible. Mais de toute façon, là, ce qui est terrible, et c'est ce que Biwix explique dans ses bouquins, c'est le shifting baseline, c'est que votre génération, vous allez vous habituer à des restrictions de liberté fondamentales. Vous, quand vous aurez mon âge, il est plus que probable que vous passiez l'été
complètement terré, parce que ça sera invivable à l'extérieur. Et vous allez vous habituer à ça. C'est ça qui est terrible. Vous allez vous habituer. Et les enfants, s'il y en a encore qui naissent à cette époque-là, bah, ça sera normal de rentrer dans son bunker en juin et de ressortir en septembre, parce que l'été, on ne vit pas dehors, parce que c'est juste invivable. Et pour eux, ce sera normal. Et ils auront complètement oublié que leur grand-père, leur arrière-grand-père, l'été, bah, ils étaient sur la plage, dans la montagne, en train de s'amuser. Mais pour eux, comme ils n'ont pas connu le truc, ils verront des films, ils vont, ah bon, c'était comme ça à l'époque. Mais quand on le ressent pas, quand on le vit pas, et moi, si vous aviez jamais mangé de fraises et je devais vous expliquer le goût des fraises, je serais bien emmerdé, hein. Et pourtant, ça paraît con, mais on n'explique pas le goût des fraises. Ça s'explique pas. Ça se vit. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les gens vont s'habituer au bordel. C'est terrible. D'ailleurs, on partage avec le rat et le cafard une capacité d'adaptation extraordinaire, l'espèce humaine, hein. Mais c'est à la fois une force, parce que ça nous permet de nous adapter, mais c'est aussi une faiblesse, parce que ça nous permet d'oublier. C'est terrible. Si dans ce podcast Des rêves en action, on devait rencontrer quelqu'un d'autre, qui est-ce que tu nous conseillerais? Oh bah, il y a plein de gens que je vous conseillerais, hein. Si vous arrivez à choper Barreau, prenez-le. Jean Caube, on l'entend déjà beaucoup, donc c'est peut-être... si, Fressoz est un type extraordinaire, qui enlève pas mal d'illusions, hein, dans ce qu'il dit. Marine, vous la connaissez, donc c'est formidable. Heidi Sélvestre, hein, qui est une fille extraordinaire. Valérie Pommier aussi. Madame Masson-Delmotte, vous connaissez. Céline Guivarch, Corinne Lequéré, tout ça, c'est des gens extraordinaires. Si, Marc-André Sellos sur le vivant, Emmanuel Delannoy sur le vivant aussi, Isabelle Delannoy sur l'économie symbiotique, Thomas Brezard, tout ça c'est des gens, ma co-autrice, allez voir ma co-autrice tout de suite là, parce qu'elle a une vision qui est très complémentaire à la mienne, Céline, allez la voir, elle vous dira plein de choses sur la façon de communiquer, sur la façon d'éviter de greenwasher, etc. C'est formidable d'écouter ces gens-là. Non, il y a Hélène Loteno également qui est sur l'économie du cœur. Bah, écoutez, On a du boulot. Ouais. Ah ouais, vous avez du boulot. Non, on a la chance en France. Bon, moi, je connais pas trop ce qui se passe. Enfin, si, après, vous pouvez aller voir des Jane Goodall, des Kate Raworth, il y a aussi à l'étranger des gens extraordinaires. Ou Serge Jacquat aussi, qui est un type formidable sur l'agriculture. Philippe Biwix, extraordinaire, Philippe. Même Raphaël Ménard, qui est son complice à la REP. Non, on a la chance, franchement, hein, en France, d'avoir des gens extraordinaires. Sur l'eau, vous pouvez aller voir Imma Aziza, ou Charlène Descoulonges. Je peux Aurore Stéphane sur les métaux, Emmanuel H. Moi, je suis tous ces gens-là. Ça me nourrit. Et c'est des gens qui savent vulgariser le complexe. C'est ça ce dont on a besoin aujourd'hui. Oui, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas se mettre à lire tous leurs travaux. En réalité, des vidéos, des conférences, des explications, il y en a beaucoup qui font de la vulgarisation, qui font des formats beaucoup plus courts à la radio, dans des émissions. Et en fait, les suivre, c'est simplement se dire que leur parole, scientifiquement, est fondée. Et donc, ce qu'ils disent, c'est pas des âneries. Bien sûr. Et donc, il faut les suivre toutes et tous, en fait. Bien sûr, mais il faut leur laisser le temps quand on les invite. Et c'est pour ça que moi, les formats podcast, j'aime bien. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est complexe. C'est-à-dire qu'on a vite fait de dire une connerie, hein. Dans les formats télé, par exemple, ou les formats, les tweets, etc., c'est nul. Parce comment exprimer la pensée complexe en 240 caractères, ou comment exprimer la pensée complexe en 3 minutes dans une interview? Ça n'a pas de sens. Donc il faut laisser quand même un petit peu de temps à ces gens-là pour expliquer les choses. Et sans lire des thèses de 500 pages, il y a un juste milieu entre la thèse et puis un bouquin, un podcast, une vidéo didactique. Si, il y a des économistes qu'il faut aussi rencontrer. Je pense que il faut voir Paric, il faut voir Timothée Paric, c'est le meilleur d'entre nous, lui, hein. Il faut voir Vincent Liéget, il faut voir Dominique Méda, Dominique Bourg. C'est des gens qui ont vraiment tout compris à la façon de réencastrer l'économie dans le vivant, hein. Et c'est ces économistes-là qu'il faut écouter aujourd'hui, hein. Voilà. Pardon. Vous avez vu l'âge que vous avez. Mais en tout cas, allez les voir. Et puis tous ces gens-là, c'était des gens très accessibles, très humbles, qui, s'ils ont le temps, ils répondront à vos questions, hein.
Pour conclure, on a une citation qu'on aime bien avec Baptiste d'Oscar Wilde qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Oui, c'est vrai. Ouais, ou de paraître. C'est encore pire. Et oui, les gens aujourd'hui sont plus dans le paraître que dans autre chose. La comparaison, il faut être comme les autres, hein, parce que c'est le problème des pressions communautaires, le mimétisme. Donc ils ne vivent que dans le regard des autres. Enfin, c'est terrible ça, parce qu'en fait, ils se comparent en permanence. Est-ce que j'ai plus de ceci, plus de cela, plus d'argent, plus de grosses voitures, plus de trucs. Ils passent leur vie à se comparer et ils oublient de vivre. Ouais, ce que j'appelle des connards. Sur ce, merci beaucoup Fabrice. Merci. Merci. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.